Bonjour, nous sommes le 5 mars 2021. Comme beaucoup de citoyens en France, je constate avec tristesse la progression du naufrage de mon pays, mené à la catastrophe par des gens à la fois incompétents et sans idées, mais aussi sans foi ni loi, plus préoccupés par leur propre intérêt que par celui des Français dont ils ont la charge. Chaque jour, de vastes pans de l'industrie française disparaissent dans cette vaste braderie qu'est devenu le pays. Par ailleurs, on sait que si on veut avoir une perspective de vie professionnelle simplement convenable, mieux vaut s'expatrier. Et c'est d'autant plus valable dans le monde de la recherche. Le dernier exemple, notre dernier prix Nobel, cette charmante femme de 52 ans, qui est la française Emmanuelle Charpentier, qui a conjointement avec l'américaine Jennifer Doudna, co-lauréate de ce prix, inventé la paire de ciseaux de la génétique, ce qui est une découverte majeure dans la discipline. Emmanuelle Charpentier commence par effectuer un master à la Sorbonne, puis elle soutient sa thèse à l'Institut Pasteur en bénéficiant d'une bourse. Ensuite, ce sont des post-docs à Pasteur, puis à Pierre et Marie Curie. Bien évidemment, elle réalise que ce n'est qu'hors de France qu'elle pourra développer des recherches réellement innovantes. Elle quitte donc l'ancien monde à 27 ans. Une fois ces découvertes importantes effectuées, elle décide de revenir en Europe. En France? Non. Ça sera d'abord la Suède, puis l'Allemagne qui aura l'intelligence de créer pour cette femme exceptionnelle l'Institut Max Planck de sciences pathologiques à Berlin, dont elle devient la directrice. Pourquoi cette Française si brillante ne dirige-t-elle pas l'Institut français de sciences pathologiques à Paris? De plus en plus nombreux sont les Français qui commencent à se poser ce genre de questions. Dans une interview accordée à l'Express en 2016, la chercheuse ne cachait pas les raisons qui l'avaient poussée à creuser ses travaux sous d'autres cieux. La santé de la recherche en France, comme dans d'autres pays européens, n'est pas au mieux et j'en suis touché, voire déprimé, lorsque j'en discute avec des collègues français. Je ne sais pas si, étant donné le contexte, j'aurais pu mener à bien le projet CRISPR-Cas19 en France, disait celle qui est récompensée précisément pour cette révolution génétique. En France, on se félicite de former des gens qui partent faire des découvertes à l'étranger, créent des laboratoires et des instituts axés sur leurs travaux, toujours hors de France. Mais quand les récompenses internationales tombent, nous sommes les premiers à nous entre-congratuler. Lisez ce qu'on trouve écrit dans le site du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Le professeur Emmanuelle Charpentier a créé et dirige l'Institut Max Planck de sciences des pathogènes à Berlin. Elle est également professeure à l'université d'Umeå en Suède et professeure honoraire à l'université Humboldt. Membre de l'Académie des sciences et de l'Académie des technologies en France, Emmanuelle Charpentier est un exemple de l'excellence de la formation à la française, master à la Sorbonne Université, puis doctorat et post-doctorat à l'Institut Pasteur, puis d'un parcours international au sein d'institutions américaines prestigieuses avant un retour en Suède et en Allemagne. Pourquoi cet échec à retenir, fixer, faire fructifier en France tous les talents qui y fleurissent en abondance? Si vous vous référez à ma dernière vidéo, vous y trouvez des éléments de réponse. L'activité scientifique et technique en France est gérée essentiellement par des hauts fonctionnaires. Et les grandes orientations sont fixées par des gens dont les compétences et les qualités de jugement sont souvent discutables. Je vous ai donné dans ma précédente vidéo, sur la base de faits absolument indéniables, un exemple de gabegie lamentable. Il y a 50 ans, la France était totalement en pointe dans ce domaine qu'est la magnéto-hydrodynamique, en abrégé MHD. Nous avions fait émerger dès les années 70 des techniques permettant de supprimer la turbulence de sillage, de supprimer les ondes de choc. Ainsi, la France jouait un rôle de pionnière au niveau international grâce à un ensemble d'idées totalement révolutionnaires. Et tout ceci s'est soldé il y a 35 ans par un fiasco, un abandon, débouchant sur une situation aujourd'hui impossible à rattraper. Écoutons Alain Juillet, qui fut en 2002 et 2003 responsable du renseignement à la DGSE, puis haut responsable chargé de l'intelligence économique auprès du Premier ministre jusqu'en 2009. Notons ici qu'avec les découvertes sur la magnéto-hydrodynamique, ce qu'on appelle d'une manière plus simplifiée la MHD, de Jean-Pierre Petit il y a 50 ans, la France était très en avance sur ces nouvelles technologies qu'elle n'a pas su ou voulu utiliser.
Il en a été de même avec Louis Pouzin, l'inventeur de l'Internet à la même époque. Nous avons eu le génie de laisser partir ailleurs le fruit de nos recherches. Sachez que la même histoire est en train de se reproduire avec la cosmologie, l'astrophysique et la dynamique galactique. Des gens en place défendent leur précaré, se gorgent de médailles, de prix pour des travaux qui ne laisseront pas l'ombre d'une trace dans le chemin suivi par la science. Ces gens restent sourds depuis 7 longues années aux demandes de confrontation de nos travaux en séminaire, sachant très bien qu'à ce jeu-là, ils perdraient la partie. Une attitude qui me rappelle la réponse que m'avait faite Michel Coantic, le responsable du conseil doctoral de la mécanique des fluides à l'université de Marseille, en m'opposant un refus définitif à la soutenance de la thèse de Lebrun à l'université. Il avait ajouté « il ne faut pas le prendre mal, c'est pas pour des raisons scientifiques ». L'astrophysique et la cosmologie ont été écrites depuis un siècle. Ah zut, c'est pas ça, je me suis trompé. Oh, ça fait rien, je vais me servir de ça comme matrice. À tout seigneur, tout honneur, en Allemagne, c'est Einstein. C'est la photo du haut, pas celui du dessous, qui ne représente pas Einstein jeune. Toujours en Allemagne, Karl Schwarzschild, qui s'est empressé d'aller se faire tuer à la guerre de 14-18, juste après avoir trouvé la première solution exacte de l'équation d'Einstein. En Angleterre, on a Arthur Eddington, et puis Jeans, qui est l'inventeur de l'instabilité gravitationnelle, qui permet de fabriquer tous les mondes. États-Unis, comptons par exemple Edwin Hubble avec sa pipe et surtout sa fameuse loi. Voilà le truculent et inénarrable Fritz Zwicky qui prédit théoriquement les supernovas et fut le premier à les observer. Et voilà le russe Alexander Friedman, grand amateur de vol à voile, le premier qui étudia le cosmos en tant qu'entité en évolution. Et pour clore tout ça, il faut ajouter un personnage extraordinaire en soutane, c'est l'abbé Lemaître, qui est un des co-inventeurs du concept de Big Bang, dans lequel il voyait la création divine. Trouvons-nous un Français qui ait fait une découverte importante dans cette histoire? Vous ne trouvez personne. Personne depuis Laplace et ce brave Le Verrier, depuis l'époque napoléonienne. Aujourd'hui, la cosmologie, l'astrophysique et la physique théorique connaissent la crise la plus grave de toute leur histoire. C'est ce qui faisait dire à Souriau que les 50 dernières années, c'était 50 ans de non-physique. On a rafistolé le modèle standard en proposant 2 concepts, celui de matière sombre et celui d'énergie noire. 7 années se sont écoulées. Cette matière sombre, on l'a cherchée dans les tunnels, on l'a recherchée dans l'espace, on l'a cherchée dans les accélérateurs de particules. Dans les tréfonds du tunnel du Grand Sasso en Italie, à l'abri sous des milliers de mètres de roches, on a essayé de capturer des particules de matière noire avec 1 kg de xénon liquide, puis 10 kg, et 100 kg, 1 tonne. Et vous savez où on en est? On monte une expérience avec 8 tonnes de xénon liquide. Je vais vous faire une prédiction. Dans les années à venir, ces expériences ne donneront rien. Cette matière sombre, on la cherche là où elle n'est pas. En fait, elle a remplacé la matière grise dans la tête de nos élites internationales. Pour sortir de cette crise, la solution, c'est tout simplement le modèle Janus. Dans ce numéro de mars-avril 2021 de la revue Nexus, vous pourrez trouver une présentation de 38 pages sur cet ensemble de travaux Janus. Mais si vous avez du courage, eh bien, vous avez une vidéo d'1h40 qui vous explique tout ça de manière plus approfondie. En 2018, la mathématicienne belge Nathalie Deberg a publié un article en faisant la percée et en montrant que la mécanique quantique, appréhendée à travers l'équation de Dirac, engendrait non seulement des états de masse et d'énergie positive, mais des états d'énergie et de masse négative. Voici la seule et unique photo du groupe Janus, prise l'unique fois où nous avons pu être réunis chez moi il y a 5 ans. À ma gauche, vous avez mon ami Gilles D'Agostini, mon collaborateur depuis 28 années, et à ma droite, Nathalie Deberg, spécialiste des bases mathématiques de la mécanique quantique, sujet sur lequel elle a publié plus de 100 articles dans des revues spécialisées de haut niveau. On pourrait s'attendre à ce que cette femme de 54 ans travaille à plein temps sur un sujet à la fois aussi passionnant et aussi important scientifiquement. Elle n'a qu'un seul défaut, ce n'est pas une chercheuse, c'est une trouveuse. Vous vous rappelez la phrase de De Gaulle? Des chercheurs, on en trouve, mais les trouveurs, on en cherche. C'est la première que je rencontre. Mais vous le savez très bien, les trouveurs dérangent.
Ainsi, vous ne serez pas étonné d'apprendre que les portes de l'université lui ont été fermées, en dépit du fait qu'elle était brillante, et je dirais même justement parce qu'elle était trop brillante, trop active, trop productive. Pour que les choses avancent sur ce front mécanique quantique de ce thème général Janus, il faut que la mathématicienne Nathalie Deberg puisse se consacrer à 100% à la recherche et pour cela être déchargée des tâches d'enseignement qu'elle assume dans une école technique belge. Envisager une solution institutionnelle, qu'il s'agisse de la France ou de la Belgique, serait peine perdue. La solution, c'est un crowdfunding pour trouver les 80 000 euros annuels équivalents à son salaire, charges comprises, pour que sa direction puisse utiliser cet argent pour payer un remplaçant et la mettre en disponibilité. Pour gérer cet appel à dons, une association Janus Universe a été créée. Nous avons également négocié ce projet avec la direction de l'école de Nathalie. Tout cela a pris du temps. Nathalie doit impérativement déposer sa demande en avril, dans un mois, ce qui lui permettrait d'être dégagée de ses obligations d'enseignement à partir du 1er janvier 2022 et de lui permettre de travailler à plein temps sur la recherche si les 80 000 euros sont réunis ou à mi-temps si c'est la moitié. Je lance donc cet appel pressant. La France et la Belgique sont de vieux pays. Le malaise qui nous frappe est en fait général et celui qu'on trouve dans le monde de la recherche n'en est que le reflet. Dans ce contexte de morosité planétaire, pourquoi ne pas sponsoriser quelque chose qui marche déjà? Et surtout à une époque où celui-ci semble si incertain qu'il soit porteur d'avenir. Vous trouverez tous les renseignements à cette adresse. Bien sûr, Nathalie, Gilles et moi, nous avons des travaux en cours qui sont en train d'aboutir et qui seront publiés. Donc, dans cette publication, on mettra dans les remerciements tous les noms des donateurs, quel que soit le montant de leur don. Quel que soit le succès de l'opération, comme c'est de règle pour les crowdfunding, nous devons fixer une date limite. Si d'ici une année, cette somme n'est pas réunie, alors tous les donateurs seront remboursés. La balle est dans votre camp.